j'avais fait plusieurs films, dont Julie Larouche, Chaque jour a son secret, enfin plusieurs, quoi. La peau lourde, etc. J'avais le plus grand impresario de Paris, c'est-à-dire Psy Murat, qui est devenu après Armédia. C'était 3 femmes, c'était Blanche Montel, Lulu Vattier et Paulette Doris. Et ces 3 femmes, on les appelait dans Paris les 3 grâces. Elles avaient tous les 3 cette société qui s'appelait Psy Murat. C'était Lulu Vattier qui s'occupait particulièrement de moi, des 3 femmes là. C'est qu'un jour, il me propose un film, on me dit « Claude, voilà, il y a un film à faire en Espagne ». Je lis la pièce, je trouve bon, que c'était charmant, mais enfin, il n'y avait pas de quoi se relever la nuit pour appeler la famille, hein, c'était bien, quoi. Elle me dit qu'on a proposé mon nom pour faire ça, que les gens étaient en principe d'accord, d'autant plus d'accord qu'ils ont proposé le scénario à Vittorio De Sica avec votre nom et que De Sica est d'accord. Après, j'ai compris que De Sica avait dit d'accord parce qu'il avait vu Julie Larousse. Ce qui m'a beaucoup étonné parce que Julie Larousse, bon, c'est une gentille comédie, mais je ne trouvais pas que là non plus, il n'y avait pas de quoi se relever la nuit pour appeler la famille. Bon, c'était gentil, quoi, c'était une bonne comédie. J'avais engagé Daniel Gélin, j'avais engagé Pascal Petit, bref, c'était pas mal. Mais je ne sais pas pourquoi ça avait plu à De Sica. Et parce que ça avait plu à De Sica, il était d'accord pour tourner ce film avec moi. Merveilleux. Et c'est là-dessus qu'ils ont parlé, je ne sais plus pourquoi, à Anita Ekberg, qui venait de faire La Dolce Vita. Elle était plus ou moins avec Fellini. Or, Fellini aussi avait vu Julie Larousse. J'étais connu à la fois de De Sica, qui était un des plus grands metteurs en scène du monde, qui était le père avec Rossellini du néoréalisme, et qui avait fait un film que je trouvais génial, qui était Le voleur de bicyclette, et Fellini, pour lequel j'avais une admiration sans borne, qui avait fait La Strada, le machin, enfin, bref. Je me suis retrouvé à Rome et avec ces 2 mecs. Alors avoir De Sica et Ekberg, c'était génial. Je devais me pâmer. Alors je ne me suis pas pâmé. Je dis, mais moi je ne cherchais pas ça, la fille que je cherche. Le rôle, c'est une putain andalouse, et elle n'a pas l'air d'une putain andalouse, Anita Ekberg. Elle a l'air d'une réclame pour le Nestlé, ou pour je ne sais pas quoi, ou les pommades, je ne sais pas quoi, pour le visage, tout ce que vous voulez. Mais c'est une bonne actrice, mais ce n'est pas du tout une putain andalouse, quoi. J'ai beaucoup hésité au moment de dire oui, car le jour des présentations, ça ne s'est pas très bien passé, quoi. Parce que tout le monde a très bien compris que je n'étais pas enthousiasmé. Anita, en tant que personne, je la trouvais charmante, mais pour le rôle, j'aimais. C'était pas ce dont je rêvais, quoi. Et puis j'ai beaucoup réfléchi. Mais avoir une chance pareille de vivre ça avec des parrains tels que De Sica et Fellini, pour moi, c'était inespéré, quoi. Alors, je me suis dit, si je ne prends pas ça, je suis vraiment fou, quoi. Je raye dans ma vie un souvenir considérable. Les gens de Jimena de la Frontera, c'est-à-dire le bled dans lequel j'ai tourné, et comme ce bled, je l'ai un peu transformé, j'ai fait rajouter des maisons, j'ai fait boucher une rue de façon à agrandir une place. Enfin, ce village est devenu différent. Et tout le village tournait dans le film. Et les gosses du village, ils chantaient, ils fabriquaient un flamenco à longueur de journée, et ils chantaient comme ça, etc., il appelait, etc. Et le jour où on l'a démonté, c'était incroyable. Tous les mômes étaient là, ils étaient muets,
Et on était en train de démonter les décors. On leur enlevait tout, quoi. On démolissait les maisons et tout. Ils ne savaient plus où ils habitaient, quoi. Ils ne savaient pas. C'était affreux. Alors j'ai fait un truc incroyable. J'ai dit, moi, je veux choisir un village en connaissance de cause. Je ne connais pas bien l'Espagne. Je veux voir toute l'Andalousie. Alors on m'a dit bien, comme ils étaient prêts à faire n'importe quoi pour que je le fasse, et j'en abusais peut-être un peu, d'accord. Alors on m'a mis dans une voiture, le gars en question, le producteur espagnol en question, et un autre mec qui était directeur de production, je ne sais pas où, et on est parti, et on a fait tous les villages d'Andalousie, sans exception. Je n'ai pas voulu qu'on en évite un seul, même s'il n'y avait pas de route pour y aller, même s'il y avait un chemin pierreux ou n'importe quoi, ça ne fait rien, je veux y aller, je veux aller voir, je prendrai celui qui me conviendra le mieux. Et il n'y a pas un village d'Andalousie que je n'ai pas vu. Et finalement, j'ai vu celui-là, et comme il m'a plu, mais pas entièrement, j'ai fait reconstruire des maisons, j'ai fait barrer la route, enfin bref, pour que ça marche avec le scénario, quoi. Et ça a été un tournage rocambolesque, parce qu'il a tourné, je ne sais pas, 4 mois, je ne sais pas combien. Ça se tournait en Espagne, en Andalousie. Il a fait très mauvais temps cette année-là. Donc le tournage a duré un peu. J'avais des gens, mon équipe, c'était le directeur photo, c'était Johnny Bourgoin, c'est-à-dire un monsieur qui venait d'avoir l'Oscar de la photographie à Hollywood, c'était pas rien. Et avec mon oncle, le film de Jacques Tati, mon cadreur, c'était le cadreur d'Orson Welles, pas rien non plus, qui après est devenu mon directeur photo dans les Globetrotters et tout, que j'ai trimballé partout. C'était agréable. Et j'étais logé dans le plus beau palace du coin, à la Reine Christine, à la Reina Cristina, à Algeciras. Tout ça aux frais de la princesse, merveilleusement défrayée, à s'occuper de rien. C'était formidable. Et des gens adorables. Un de Sica qui était adorable comme il n'est pas permis. Quand je disais, Victor, je suis désolé, mais j'en ferais bien une petite prise, bien sûr. Mais Claude, c'est toi le patron, tu fais ce que tu veux, tu dis et je fais. Formidable. Anita Ekberg, qui était adorable, qui passait son temps avec ma veste sur les épaules, ce dont je me serais passé, parce que j'aimais bien ma veste. D'ailleurs, ma veste, pendant des années, elle a senti l'Anita. Tout ça c'était des gens adorables, c'est charmant, merveilleux. C'était un des tournages les plus agréables que j'ai fait. J'étais comme un coq en pâte, merveilleux. Et en plus, j'avais un petit relent d'insatisfaction parce que dans le fond, j'étais pas content de m'être laissé avoir en acceptant Anita. Parce que pour moi, c'était pas le personnage. Tu veux dire que vous me chassez du village? Eh oui, Georgina, c'est ainsi. Luca, tu as osé me faire ça? Toi? Moi non, Georgina. C'est le maire, pas moi. Comprends-le, Georgina. Les gens ont fait une réclamation contre toi. Elle a été paraphée par plus de 1000 habitants. Tes habitants femelles, j'imagine. C'était une fille absolument charmante, qui avait tendance à penser que le metteur en scène doit être forcément l'amant de la vedette, ce qui n'était pas mon point de vue. Elle trouvait que c'était pas poli de ne pas être l'amant de la vedette. C'est un manque de correction un peu. Et puis moi, c'était pas mon point de vue. Alors elle me l'a dit d'ailleurs un jour, c'était merveilleux. Elle m'a dit, mais je te comprends pas, Claude. Elle dit, mais il n'y a rien à comprendre. Pour moi, une actrice, c'est une actrice. Une huitaine de jours avant le tournage, Vittorio me fait savoir qu'il ne peut pas monter à cheval. Très ennuyeux, étant donné qu'il s'agissait d'un colonel de cavalerie et qu'un certain nombre de scènes se passaient à cheval à la tête de sa troupe.
Alors, j'étais très emmerdé. J'ai dit, mais c'est très ennuyeux, il faudrait quand même qu'on va te donner des leçons, on va te des trucs. Non, ce n'est pas une question de leçons. Il ne pouvait pas monter à cheval parce que, dans sa jeunesse, son meilleur ami s'était tué à cheval. Une chute de cheval à côté de lui. Et il avait juré de jamais remonter à cheval. Et comme moi je ne pouvais pas faire, il fallait bien que je le mette sur un cheval. Alors la production, ils étaient prêts à tout, ces gens-là. Vraiment, ils étaient prêts aux folies totales. Ils ont dépensé un pognon. C'est pas possible. Ils ont décidé qu'on allait lui faire un faux cheval. Alors on a fait fabriquer en Italie un faux cheval recouvert d'une peau de cheval qui venait du même haras ou de je ne sais pas quoi, de la même région en Andalousie, etc., pour qu'il se confondent avec les autres, qui est bien, etc., que les autres ne soient pas perturbés non plus. Et il y avait un cheval qui était, vous savez, qui marchait comme ça, une mécanique, quoi. Il était monté sur roulette, sur un chariot de travelling en plus, enfin, c'était épouvantable. Je ne pouvais pas le prendre plus bas que là, sinon on aurait vu la supercherie. Et ça a été comme ça pendant tout le film. Alors évidemment, mon assistant, qui était Henri Touloute, avec mon assistant, on était à la fois effondrés et on se marrait parce que, alors, il avait bien le sens de l'humour. Un jour, on était en train de tourner au sommet d'une petite colline qui dominait le village et on a vu arriver un gros camion dans le village, en bas. Il me pousse du coude, il me dit « Regarde le camion, là ». Et je regarde le camion, il dit « C'est le cheval, c'est sûrement le cheval qui arrivait de Rome. » Cheval mécanique. Effectivement, on a arrêté, on est tous descendus pour voir le cheval descendre du camion, le cheval mécanique, avec les gens qui étaient stupéfaits. Ils voyaient ce cheval à roulette descendre. Et le gars qui n'en est pas un, parce que c'est un peu triste finalement, c'est qu'à la fin du film, comme il y avait eu beaucoup de mauvais temps et qu'on avait pris du retard, il a fallu faire deux raccords, mais ailleurs qu'en Andalousie. Parce que le SICA avait signé un contrat précédent, parce que, etc., etc. Et on ne pouvait pas transporter le cheval. Alors j'ai dit à Victorio, je lui ai dit, écoute, là, il n'y a pas de solution. Ou bien tu montes pour un plan sur le cheval, un plan ou deux, ou bien tu abandonnes ton autre film, parce qu'il faut bien que tu finisses celui-là. Alors qu'est-ce que tu fais? Il est monté sur le cheval. Et si on avait pu le monter sur le cheval plus tôt, ça aurait économisé beaucoup d'argent et beaucoup d'ennui. Et je trouvais que ces braves gens dépensaient un fric tout à fait anormal. Et ne serait-ce que pour les costumes, par exemple. Les robes d'Anita, elles étaient dessinées par Rosine Delamarre, qui était la grande costumière de cinéma de l'époque, mais elles étaient faites en Italie et portées en Espagne. Il est arrivé ce que j'avais prévu et ce que je leur avais dit. Je leur ai dit, à force de jouer comme ça, Paris, Rome, Madrid, Paris, Rome, Madrid, avec les costumes, un jour, ça va manquer. Et ça n'a pas manqué. Ça n'a pas manqué d'arriver. Un jour, la robe destinée à Anita, elle n'était pas là. Et l'heure de tournage est arrivée. Et la robe n'était toujours pas là. Et j'ai dit, écoutez, assez joué. Et j'ai envoyé quelqu'un dans la mercerie de Rimena della Frontera. On est allé voir ce qu'il y avait comme tissu. Finalement, je suis allé avec eux choisir un tissu et personnellement, j'ai drapé
là, une robe sur le corps d'Anita, avec des épingles. Et là, dans le film, je ne sais pas, il faudrait retrouver, je ne me souviens plus laquelle c'est peut-être, et elle a une robe qui était valable simplement pour une journée, parce qu'elle tenait avec des épingles. Elle l'enlevait, il n'y avait plus de robe. Je trouvais que c'était des dépenses de l'argent. Avec le quart ou le dixième, je leur aurais fait 2 autres films, 3, 4, facile. Mais enfin, bref, j'avais pas à me plaindre. J'avais à la fois De Sica, qui était un des plus grands metteurs en scène du monde, Daniel Gélin, qui était non seulement acteur, mais qui venait de faire un film ou 2 comme metteur en scène en France, et le producteur espagnol était aussi metteur en scène, et il y avait Fernando Fernán Gómez, qui était un grand metteur en scène argentin. Et moi, je me trouvais à la tête de tous ces metteurs en scène. En plus, ils se mettaient complètement à l'écart. Daniel, pour rien au monde, il m'aurait donné un conseil. D'ailleurs, il ne se mettait pas en position de devoir me donner des conseils, mais plutôt de m'en demander, quoi. C'était ça sa position, plutôt que l'inverse. Quant à De Sica, jamais il me disait « Mais tu fais ce que tu veux, Claude, c'est toi le patron, il n'y a pas de problème. » Il y a un autre truc marrant peut-être, c'est que c'est le seul film que je connaisse, mais il y en a peut-être eu d'autres, où le manuscrit était un manuscrit en 5 parties. Vous savez qu'un manuscrit, il y a toujours 2 colonnes. Il y a la colonne, ce qu'on appelle la colonne de gauche, c'est l'action, et la colonne de droite, c'est le dialogue. Bon. Alors moi, j'avais un manuscrit qui avait 5 colonnes. Il y avait la colonne de gauche, normalement, et la colonne du dialogue, comme De Sica jouait en italien, qu'Anita Ekberg jouait en anglais, que les Espagnols jouaient en espagnol et d'autres Italiens, et qu'il en fallait une version française pour moi, j'avais donc 5 colonnes. J'avais un manuscrit épais comme ça. Il m'a servi à peu près une demi-heure. Parce qu'au bout d'une demi-heure, je ne me servais plus de ça, c'est pas possible. Alors j'ai continué dans une espèce de charabia qui mélangeait un peu tout, ce que je savais d'espagnol, ce que je savais un peu d'italien, ce que je savais d'anglais, tout ça, bon, on va faire une espèce de truc. Ça, plus les mains et les expressions, ça suffit. Ce film n'a jamais eu de version originale. La version était parlée en 4 langues. Il n'a été que doublé, ce qui fait qu'au moment de la sortie, je me suis fait tuer par la critique, parce qu'ils ont parlé du film en disant que c'était ci, c'était ça, c'était pas mal, enfin ils n'étaient pas contre. Une critique de Chauvet qui était plutôt agréable sur 5 lignes, et qui était épouvantable sur les 3 colonnes d'après, uniquement contre le doublage. C'était une honte de faire doubler, etc. Et comment j'aurais pu faire pour ne pas faire doubler? De l'eau pour le lavoir du village. Ah, original comme cadeau. Il y a tellement de linge sale à laver, Excellence. Voyons un peu, si je vous l'accordais tout de suite, cette eau, est-ce que vous partiriez? C'était une comédie. Quand j'ai lu ça, c'était une comédie. Et dans l'histoire, pour moi, je rapportais ça aux images de Goya. Et je me disais faire une petite comédie. Alors que Goya a fait ça, j'ai l'air de quoi? C'est pas sérieux. À l'époque, en Espagne, les armées napoléoniennes, c'était des armées d'occupation. C'était le colonel qui était le héros des droits, etc., était un collaborateur, un collabo, quoi. Et tous les autres aussi. Donc, je ne pouvais pas faire rire avec ça. Et ça me gênait. J'ai accepté de le faire parce que c'était la pièce non seulement d'un Espagnol, mais d'un membre de l'Académie espagnole, qui est l'équivalent de l'Académie française en Espagne, quoi. Je me suis dit, après tout... hein. Et puis finalement, je me suis laissé avoir aussi parce que c'était trop beau, quoi. Avoir De Sica, Fellini, Ekberg, tout ça, Gélin, tout là. C'était Paolo Stoppa et tout.
c'était quand même... je me suis dit, mais vraiment, t'exagères, tu vas regretter toute ta vie de ne pas avoir fait. Alors finalement, je l'ai fait, mais il y avait quelque chose qui me turlupinait. Je ne pouvais pas m'empêcher de penser à Goya, en me disant que là, j'étais un peu traître, là. Avant que ça sorte, j'avais dit, les 3 etc. du colonel, on va mettre ça sur une affiche, les gens ils vont partir en courant. Comme ils ne vont rien comprendre, ça va leur dire. Bon. Et ils trouvent une très belle sortie. Et je vais discuter avec les distributeurs. Et je dis, écoutez, il faut changer le titre. Changer le titre. Ça fait rien. Moi, je suis d'accord. Alors, mettez-vous d'accord avec Pena, ou je ne sais pas comment, le mec de l'Académie espagnole, etc., pour changer le titre. Il ne peut pas refuser. Il va bien comprendre que ça n'a aucune chance, un titre pareil. Les 3 etc. du colonel, qu'est-ce que ça dit quoi à qui? Bon. On dit oui. Et je leur avais dit, moi, il faut engager 2 ou 3 dessinateurs humoristiques des journaux, un du Figaro, un du Monde, etc., et puis leur demander de faire des petits dessins avec une blague, et que la blague, c'est que les etc., ça veut dire des filles, comme dans le film, quoi. Pour qu'ils s'habituent. Et on fait ça pendant 3 semaines, tous les jours un petit dessin comme ça, ils vont voir et ça va leur rappeler quelque chose. Ils vont voir un affiche, etc., ils vont peut-être aller, peut-être. Bon, évidemment, ils ne font rien, comme d'habitude, et ils n'écoutent rien de ce qu'on leur dit, ils font à leur idée, etc. Puis si jamais ça coûte 3 sous, alors il faut encore moins. Bref, le film sort. Et comme tous les mecs de mon espèce qui sortent un film, le jour de la sortie, à 2h, qu'est-ce qu'on fait? On va voir devant les cinémas s'il y a du monde, si ça avait l'air de les intéresser. Et moi, ça sortait aux Français ou je ne sais où. On fait des belles salles. Hein. Alors je me pointe à l'heure en question, à l'heure de la première séance. Je garde ma voiture à distance et je vais voir. Et devant le cinéma, les gens passaient, levaient la tête, mais ça n'arrêtait pas plus ça. Et puis, il y en a 3 qui s'arrêtent. Il y a 2 nénettes et un mec qui s'arrêtent et qui regardent l'affiche comme ça, pensif. Alors, De Sica, 3, etc., un film de Claude Boissol, etc. Et je me dis, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est intéressant de savoir. Et je me suis approché et j'ai écouté, et ça a donné ça. Il y a une des 2 filles qui a dit « Jules, ou Julot, je ne sais pas quoi, qu'est-ce que c'est des ETC ?» Et le mec, il a répondu « Laisse tomber, c'est des conneries. » Ils sont partis, et moi aussi. Aucune chance.